Bonjour à toutes et à tous, c'est Lionel. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous reparler de l'affaire des disparus de Boscodon, au sujet de laquelle j'ai fait une vidéo le 22 septembre dernier. Vous pouvez voir ou revoir cette vidéo en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut de l'écran. Je voulais vous reparler de cette affaire parce que depuis la rentrée, il s'est passé de nouveaux événements inexpliqués dans le secteur. Avant de démarrer, je tiens à vous donner deux informations importantes. Première information qui concerne l'affaire de Madame Camus. Marie-Christine Camus est une femme de 62 ans, brune, qui avait mystérieusement disparu le dimanche 25 décembre 2016 près de l'abbaye de Boscodon. On avait juste retrouvé sa voiture vide, garée sur le parking. Et on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à Madame Camus. Maître Boulou, l'avocat de la famille Camus, m'a contacté récemment pour m'informer qu'il avait fait repartir l'enquête malgré un classement sans suite. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Deuxième point, je dois faire un petit rectificatif concernant le dossier de Lucie Mancacrez. Madame Mancacrez, une habitante de Gap de 63 ans, avait disparu le 18 juillet 1995 tandis qu'elle randonnait sur le Morgon. On pensait que l'affaire de la disparition de Madame Mancacrez était non élucidée, mais il semblerait qu'en réalité, Madame Mancacrez ait été retrouvée. Elle aurait été retrouvée à l'époque, dès le lendemain, décédée malheureusement. Mais l'information est très peu sortie dans les médias, elle a été très dure à retrouver. Elle a été retrouvée notamment dans les archives de la mairie de Crau, les archives locales, grâce aussi au travail d'un média local qui s'appelle DC TV, qui fait un travail assez remarquable dans cette affaire. Donc Madame Mancacrez a été retrouvée. Elle aurait perdu la vie donc dans un dramatique accident. La montagne est belle mais elle est très dangereuse. Signalons qu'un autre accident mortel, dont je n'ai pas parlé encore, est survenu aussi dans le même secteur en 2018. Le 2 juin 2018, Nick, un SDF allemand d'une trentaine d'années, vivant à Barcelonnette, avait disparu lui aussi dans le cirque du Morgon. Et son corps avait été retrouvé par la gendarmerie nationale le 5 juin 2018. L'hypothèse d'une chute accidentelle avait été privilégiée à l'époque car le terrain était glissant. Donc en résumé, deux personnes sont toujours portées disparues dans la forêt de Boscodon. Monique Thibert depuis juin 2015 et Marie-Christine Camus depuis décembre 2016. Depuis 4 ans, il n'y avait pas eu de disparition dans le secteur de Boscodon. Mais là, il vient de se produire deux disparitions inquiétantes, presque coup sur coup, exactement dans le même secteur. Cédric Delahaye a 41 ans, il mesure 1m80, il a le crâne rasé et les yeux marron vert. Domicilié dans le Var, Cédric envoie fin octobre 2020 un email à son ami pour lui dire qu'il va se rendre dans la forêt de Boscodon. Cédric connaît bien le secteur du Morgon parce qu'il est originaire des Hautes-Alpes et il a de la famille dans le coin. Le 23 octobre 2020, Cédric Delahaye quitte son domicile du Castellet dans le Var. Il séjourne dans les Alpes de Haute-Provence du côté de la station de Chabanon, puis à Gap. Cédric disparaît selon toute apparence le lundi 26 octobre 2020. Son véhicule, un Citroën C4 gris foncé, est retrouvé vide le lendemain par les gendarmes à Crau, sur le parking du Grand Clos, au-dessus de l'abbaye de Boscodon. Un peu comme Madame Camus. Le parking du Grand Clos est le point de départ de la randonnée de l'ascension du pic du Morgon. Suite à la découverte de sa voiture, de nombreuses recherches ont été organisées dans le secteur du Morgon, impliquant plusieurs pelotons de gendarmerie de haute montagne, notamment le PGHM de Briançon. Épaulés par des chiens pisteurs, les militaires ont fouillé le périmètre. Des moyens aériens ont été mobilisés. Un hélicoptère a inspecté la montagne depuis le ciel. Des randonneurs ont aussi apporté leur aide bénévole aux équipes professionnelles. Malheureusement, Cédric n'a pas pu être localisé malgré tous les moyens mis en œuvre par les forces de l'ordre. Les secours ont tout de même mis la main sur son sac de couchage, mais les recherches sur le site ont été finalement arrêtées faute de résultats. La disparition de Cédric Delahaye est jugée inquiétante par les enquêteurs, dans la mesure où il avait des problèmes psychologiques. Cédric était considéré comme dépressif. Dans ce dossier, la piste du suicide est celle privilégiée par les enquêteurs. C'est possible et c'est malheureux, mais au fond on n'est sûr de rien. Parce que certains se demandent si Cédric n'aurait pas traversé les montagnes jusque dans les Alpes de Haute-Provence. Il aurait pu aussi disparaître volontairement. Dans ce dossier, il y a des zones d'ombre. La plus grosse zone d'ombre, c'est que si Cédric a mis fin à ses jours, pourquoi est-ce qu'on n'a pas retrouvé son corps ? Il y a d'autres points bizarres, nous les passerons en revue plus tard dans l'émission, mais je vais déjà signaler deux grosses incohérences concernant la thèse du suicide. Cédric Delahaye aurait certes pu décider d'en finir avec la vie, en haute montagne, en altitude, dans un lieu inaccessible, pour qu'on ne retrouve pas son corps. Mais déjà, pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça ? Je l'ai déjà dit dans des vidéos, dans mes livres, il est plutôt rare qu'une personne suicidaire cache son corps. En fait, qu'on retrouve ou pas son cadavre, en général, c'est plus son problème. Mais il y a quand même des exceptions. Une personne qui voudrait faire souffrir sa famille procéderait peut-être aussi de cette façon. Parce qu'on sait que pour les proches, ne pas retrouver de corps, c'est vraiment très douloureux, ça crée une grosse souffrance morale.
C'est aussi possible de se suicider en cachant son corps dans les affaires criminelles. J'avais notamment avancé cette hypothèse dans l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Moi je pense qu'il s'est peut-être suicidé en camouflant son corps pour créer un doute sur sa culpabilité ou masquer sa culpabilité. Parce qu'un suicide c'est en quelque sorte une forme d'aveu de culpabilité. Pour revenir à Cédric Delahaye, pourquoi est-ce qu'il aurait caché son corps ? Deuxième énorme incohérence, celle-là, si Cédric Delahaye voulait se suicider et camoufler son cadavre, pourquoi a-t-il prévenu un ami peu de temps avant de partir dans la forêt de Boscodon? Ça n'a pas de sens. Si Cédric Delahaye voulait se suicider et qu'on ne retrouve pas son cadavre, il n'aurait certainement pas envoyé ce message et orienté les recherches vers ce secteur précis. Surtout qu'il y a apparemment allé, vu qu'on a retrouvé sa voiture vide, ainsi qu'un sac de couchage à cet endroit. Donc il y a quand même un certain flou qui règne sur cette histoire. La seule chose sûre dans cette affaire, c'est que Cédric Delahaye n'a toujours pas été retrouvé à ce jour. Donc cet événement tragique s'est passé le 26 octobre dernier. Et un mois plus tard, jour pour jour, il s'est passé autre chose. Ça s'est passé le jeudi 26 novembre 2020. Laurence Bouilly, épouse Clam, elle a 60 ans. Elle mesure 1m64 et elle a les cheveux châtains ondulés et courts. Depuis des années, Laurence vit à Crau, au pied du pic du Morgon et de la forêt de Boscodon. Laurence est bien connue à Crau. Dans cette petite commune proche d'Embrun, tout le monde se connaît. Laurence souffre de dépression, mais elle vit une existence normale. Le jeudi 26 novembre 2020, Laurence part faire une promenade solitaire. Vers 10h30 du matin, elle quitte son domicile du hameau de Beauvillard à Crau. Son mari la voit partir en direction de la forêt de Boscodon. Il faut dire que l'abbaye de Boscodon est tout près. Elle est à environ 3 km à pied. Ne la voyant pas revenir de sa balade, son mari donne l'alerte auprès de la gendarmerie d'Embrun. Au moment de sa disparition, Laurence portait un blouson noir en daim, un jean et des tennis grises. Une nouvelle fois, un gros dispositif de recherche a été mis en place pour retrouver Laurence. Beaucoup de gendarmes sont venus sur place, on a aussi amené des chiens pisteurs. Il y a même un chien pisteur, un Saint-Hubert, qui a été amené en renfort depuis Nîmes. On a déployé un hélicoptère, des équipes terrestres ont fouillé la zone, des membres de la famille de Laurence ainsi qu'une cinquantaine de bénévoles ont arpenté les sentiers pour la retrouver. On a vérifié les sentiers mais aussi les pentes. On n'a pas retrouvé une seule trace de Laurence Clam, on n'a pas retrouvé son cadavre bien sûr, rien, elle s'est comme volatilisée. Apparemment, Laurence comptait faire une balade le jour de sa disparition. Elle a pu avoir un accident fatal dans la montagne, elle aussi. Elle a pu, faire une chute, se retrouver immobilisée. Et si elle est tombée dans un trou, dans un lieu qui était masqué par la végétation, elle a pu mourir de froid et de faim. Parce que malheureusement, elle n'était pas très couverte quand elle est partie. Elle portait juste un blouson en daim et elle n'avait emporté a priori ni eau ni nourriture. Donc là, on en est maintenant à 4 dossiers de personnes disparues dans le secteur de Boscodon. Il faut se poser la question, est-ce que ces affaires de disparition pourraient être reliées entre elles? Alors attention, on va commencer par dire que cette zone de Boscodon est très fréquentée, elle est très réputée aussi, parce que là, on est au bord d'un lac très touristique, le lac de Serponçon. L'été, beaucoup de promeneurs, de randonneurs viennent même en famille sur place. L'automne, il y a les chasseurs, il y a des ramasseurs de champignons, et l'hiver, des randonneurs, des skieurs de fond. Énormément de monde vient chaque année dans cette région et la majorité d'entre eux rentrent sains et saufs chez eux. Il faut le répéter, attention, il ne faut pas sombrer dans la psychose. Ceci dit, ces disparitions qui se répètent ont créé une ambiance un peu anxiogène dans la région. Beaucoup de femmes avouent ne plus se promener seules dans le secteur du Morgon et de Boscodon. Et elles ont raison de faire attention. De toute façon, il est déconseillé de faire de la randonnée seule en montagne, que ce soit à Boscodon ou ailleurs, et de toujours emporter avec soi son téléphone portable. Ça, c'est une grave erreur de le laisser dans sa voiture, par exemple. Petit conseil, dit en passant, emportez aussi avec vous un sifflet, par exemple, parce que le son du sifflet, ça porte beaucoup plus loin que la voix, et ça peut être très utile si vous tombez dans un lieu inaccessible. Donc la prudence s'impose, mais il faut quand même raison garder, comme le disent les autorités publiques. Il ne faut pas sombrer dans la psychose.
Même si on peut comprendre que toutes ces disparitions inexpliquées qui se répètent dans le même périmètre puissent susciter des questions. Ce qui est sûr, c'est que toutes les familles sont désemparées et c'est normal. Pour les proches des disparus, c'est l'incompréhension la plus totale. Le plus dur est de ne pas avoir de réponse. On va maintenant passer en revue les différentes théories envisageables. La piste criminelle d'abord. Selon DCTV qui a interrogé le parquet de Gap, les autorités ont envisagé dès le départ la piste criminelle, mais ils n'ont trouvé aucun indice allant dans ce sens. Et c'est vrai que rien n'indique qu'un tueur soit responsable de toutes ces disparitions mystérieuses à Boscodon. On n'a trouvé aucun élément suggérant un crime, on n'a jamais trouvé de traces de sang, aucun témoin ne s'est manifesté pour dire qu'ils avaient vu quelque chose de suspect. Comme je dis souvent, commettre un crime en pleine nature, c'est pas aussi facile qu'on pense. C'est peut-être même plus difficile qu'en ville, je pense. Dans la nature, en forêt, il est beaucoup plus difficile de passer inaperçu qu'en ville. Il y a beaucoup moins de monde. Dans les grands centres urbains, il y a de l'anonymat, il y a beaucoup d'activités, on ne fait plus attention à ce qui se passe autour de nous. Là, un individu en train de rôder dans les allées à la recherche d'une victime potentielle, une femme en train de se promener seule comme ça, il va beaucoup plus facilement se faire repérer. Dans ces affaires, les forces de l'ordre privilégient plus l'hypothèse d'accident ou de suicide, et ça semble recevable. Avec le confinement lié à la crise du Covid, on a constaté que l'état mental d'un certain nombre de Français et de Françaises s'était dégradé ces derniers mois et qu'apparemment il y aurait une recrudescence du nombre de suicides. C'est un fait, plusieurs des personnes disparues à Boscodon souffraient de dépression. Donc elles ont peut-être pu décider de passer à l'acte. Mais on est sûr de rien, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui souffrent de dépression, et heureusement, par chance, tout le monde ne décide pas de commettre un tel geste. Mais c'est possible, c'est quand même possible. Et il est aussi possible qu'ils aient choisi cet endroit par effet d'imitation. Quand on étudie toutes ces affaires de disparition irrésolues à Boscodon, quand on le fait à froid, de façon dépassionnée, en essayant de faire preuve de bon sens, on réalise qu'il s'agit certainement, dans leur majorité, de drames, certes très tristes, mais bon, qui restent assez ordinaires. Il s'agit certainement d'accidents tragiques et de suicides, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'ils se concentrent tous dans cette zone ? Ça peut être un hasard, des coïncidences, une loi des séries. Ceci dit, j'ai noté quand même un certain nombre de points communs assez troublants. En ce qui concerne les 3 femmes disparues, elles avaient toutes les 3 le même profil. Elles étaient toutes dans la soixantaine. On note aussi une ressemblance physique troublante entre Monique Thibert, Marie-Christine Camus et Laurence Clam. Elles étaient toutes brunes. Et elles ont toutes disparu seules ou après avoir quitté un groupe. On peut noter aussi une correspondance de date. Marie-Christine Camus a disparu un 25 décembre, Cédric Delahaye un 26 octobre et Laurence Clam un 26 novembre. Le chiffre 26 revient beaucoup dans ces dossiers. Ou alors le 2-6, le 2 juin. Monique Thibert a disparu un 2 juin et Nick, le SDF allemand, est décédé également un 2 juin. Évidemment, ces correspondances de dates ne sont peut-être que des coïncidences, mais on peut comprendre que ça suscite des interrogations. Point commun suivant. Dans toutes ces affaires, des recherches importantes ont démarré peu de temps après les disparitions. Elles ont à chaque fois été infructueuses, et ça n'est pas forcément normal. Moi, j'ai tendance à penser que les gendarmes ont bien fait leur travail. Ce sont des militaires, ce sont des pros. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont été systématiquement mis en échec ? Surtout que là, ça fait maintenant 4 personnes disparues dans la nature dans le même secteur. Ça commence à faire beaucoup. On multiplie par 4 à chaque fois de retrouver quelque chose, un corps. Et là, on n'a toujours rien retrouvé. Ce qui est étrange dans ces affaires, c'est qu'à chaque fois, à chaque disparition, les secours ont été avertis très vite. Quand un randonneur disparaît et qu'on apprend sa disparition 1 semaine après les faits, là c'est normal à la rigueur qu'on ne retrouve pas sa trace, parce qu'il a pu parcourir une très longue distance à pied. Il a pu s'éloigner énormément de sa dernière localisation connue, c'est-à-dire du dernier endroit où il a été vu. Mais dans les cas qui nous intéressent, celui de Laurence Clam par exemple, les secours ont été avertis quasiment tout de suite. Donc théoriquement, Laurence n'a pas pu aller très loin. Surtout qu'en plus, elle portait des tennis aux pieds. Elle portait des tennis. Elle n'avait pas de chaussures de randonnée. Et les semelles des chaussures de tennis ne sont pas crantées. Il est difficile de progresser en dehors des sentiers avec des tennis. On peut glisser, on peut avoir un accident. Moi, je m'interroge sur la distance maximale parcourue par toutes ces personnes.
Parce qu'on sait qu'une personne lambda marche en moyenne rarement plus vite qu'à 5 km/h. Et en montagne, on avance beaucoup moins vite que sur du plat. On ne peut pas avancer en ligne droite. On est obligé de faire des détours. En plus, si l'on sort des sentiers, là, ça devient très compliqué. C'est très difficile de progresser sur les pentes comme ça. Il y a des barrières naturelles. Donc pour toutes ces raisons, moi j'ai tendance à penser que toutes ces personnes disparues ne sont peut-être pas allées très très loin. Elles sont certainement encore dans le secteur. Mais sachant que tous les endroits potentiellement dangereux ont été fouillés, et même certaines grottes, dans le cas de Cédric Delahaye, où sont leurs corps? D'accord, les accidents fatals et les suicides sont une triste réalité. Il ne faut pas se voler la face. Mais bon, autant de corps introuvables, c'est vrai que ça pose question quand même. Parce que là, on n'est pas dans un immense parc national américain, grand comme un département français, non. On est quand même sur un territoire plus restreint. Dernier point commun, et pas des moindres, il est étonnant que dans ces affaires, les chiens pisteurs aient été à chaque fois aussi impuissants à retrouver la trace de ces personnes disparues. Mais bon, c'est vrai que même s'ils sont performants en général, les chiens ne sont pas infaillibles. Là où c'est plus intriguant, c'est l'absence d'empreintes et de traces. Moi, ça m'interpelle un peu, surtout dans le cas de Cédric Delahaye et de Laurence Clam. Il me semble qu'il avait neigé à la période des faits. Donc si c'était effectivement le cas, s'il y avait de la neige sur le sol, et si Laurence et Cédric sont sortis des sentiers, sinon on les aurait retrouvés s'ils étaient restés sur le sentier. S'ils sont sortis des sentiers, comment se fait-il qu'on n'ait pas vu leurs empreintes dans la neige ? Parce que les opérations de recherche en montagne l'hiver sont beaucoup plus faciles que l'été, pour une raison assez simple. Les empreintes de pas laissées dans la neige sont facilement repérables de loin, surtout depuis le ciel. Et là, on sait que dans ces affaires, en plus, des hélicoptères ont été déployés. Donc depuis les airs, on peut voir très très facilement des séries d'empreintes dans la neige fraîche. Par contre, s'il a neigé après les disparitions de Cédric et Laurence, qui ont disparu fin octobre et fin novembre, là, les tombées de neige ont pu recouvrir les empreintes de ces personnes. Ça pourrait expliquer pourquoi on n'a pas retrouvé leurs traces. De la même façon, s'ils ont péri en altitude, en pleine montagne, s'ils sont morts de froid ou de faim ou d'une autre cause, là, leurs corps ont certainement été recouverts aussi par une pellicule de neige. Moi, je pense que maintenant, il va falloir attendre le printemps pour démarrer de nouvelles recherches. Après la fonte des neiges, là, je pense qu'il y aura quand même des chances de retrouver peut-être des restes, des ossements ou des vêtements. Parce que Laurence, par exemple, portait une veste en daim, elle portait un jean, des tennis aux pieds. Je l'ai déjà dit, les corps, tout ce qui est biologique, ça se dégrade vite dans la nature, mais les vêtements comme ça en matière synthétique, ça met des années et des années à se dégrader. Donc théoriquement, on a quand même des chances de retrouver quelque chose à un moment donné. Je vais maintenant vous donner mon avis personnel sur ces affaires. En ce qui concerne la disparition de Marie-Christine Camus, j'ai pas changé d'avis, je considère qu'elle a toujours fait l'objet d'une disparition d'origine criminelle. Monique Thibert, elle, a certainement eu un accident. En ce qui concerne Cédric Delahaye, j'ai tendance à avoir le même avis que les autorités, je pense plutôt pour un suicide, même s'il y a quand même un certain doute qui subsiste. Et en ce qui concerne Laurence Clam, là, plutôt un accident. Bien entendu, ce ne sont que des suppositions, il y a un doute énorme qui subsiste, on ne connaît pas la vérité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si l'on ne retrouve rien, absolument rien, dans les prochains mois, mais surtout les prochaines années, là je pense qu'il faudra quand même se poser peut-être de sérieuses questions. Voilà, c'est la fin de cette vidéo complémentaire sur les disparus de Boscodon, suite à ces nouvelles disparitions dans cette région, et c'est vraiment très regrettable parce que c'est une région magnifique. Et ce sont des drames terribles qui touchent les familles, les proches, mais aussi les forces de l'ordre. Ça mobilise beaucoup de gens. Et puis ça inquiète aussi la population locale, on peut le comprendre. En l'absence d'explication, c'est vrai que ça peut susciter des interrogations, des angoisses. Espérons que ça va quand même se calmer dans les temps qui viennent. C'était important de faire une mise à jour dans ce dossier. Je vais continuer d'ailleurs à me tenir informé de ce qui se passe dans ce petit coin des Hautes-Alpes. Je vous invite à vous abonner à la chaîne d'ailleurs si vous voulez être tenu au courant de mes prochaines vidéos. C'est pas impossible que je reparle de ce dossier dans les prochains mois. D'ailleurs, j'envisage peut-être de retourner sur place l'été prochain pour peut-être faire de nouvelles recherches. Je vais sans doute retrouver ma petite équipe là-bas, Pierre-Alain et puis aussi Francky.
Et d'ailleurs, j'en profite pour vous faire passer le message suivant. S'il y a des personnes qui sont dans le coin l'été prochain et qui sont d'accord pour participer aux recherches bénévolement, eh bien, ils seront les bienvenus. Voilà, donc je vous invite à vous tenir au courant. Je vous informerai si jamais j'organise quelque chose cet été. Alors après, il n'y a rien forcément de prévu de manière catégorique pour l'instant. Tout va dépendre aussi de l'actualité, du Covid, et puis aussi de mes projets. Je ne sais pas trop ce qui sera possible de faire, mais bon, en tout cas, si je peux faire quelque chose pour aider peut-être sur le terrain ces affaires, je le ferai de bon cœur. Voilà, donc je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous êtes informé des prochaines vidéos. Et puis c'est aussi une façon de m'aider, ça m'aide à être mieux référencé sur YouTube. Ça me donne plus de visibilité, voilà. Je tiens, avant de vous laisser, à remercier Jean-Marc Passeron de d'ici TV, donc un média local qui fait un boulot assez incroyable sur ces affaires, et remercier aussi Maître Boulou, donc l'avocat de la famille Camus, qui m'a personnellement tenu informé des démarches entreprises par la famille pour élucider cette triste affaire de la disparition de Marie-Christine Camus. Je vous remercie, je vous dis à bientôt et ne disparaissez pas.